Rebonjour, c'est presque la fin, on n'a pas vu le temps passer. Avant-dernière scène, je dis avant-dernière scène parce qu'on a choisi de regrouper les deux dernières. On vous fait une petite surprise. Donc tout à l'heure, on va faire l'apéritivo et le cocktail en même temps. Nicolas Blanchard de l'Or du Singe va merge avec nos deux amis romains qui sont là. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous pourrez voir ça et après aller voir Alexandre Mazzia et vous aurez pu profiter de tout. Voilà. Mais avant ça, on va passer un excellent moment ici avec une dégustation que j'attends avec impatience par sa complexité et son originalité. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, tout d'abord Lilia. Je vais mal dire ton nom parce que c'est Sekal, parce que c'est la fin, et donc je m'en excuse. Lilia Sekal de chez Ninkasi, s'il vous plaît. Mais Edwin, c'est pareil parce que c'est Janssen, comme voilà. C'est Jansané. Janssen. Jansané. Janssen, de chez Edward Chocolatier. Je vous demande d'applaudir aussi, s'il vous plaît. Pardon, ben voilà, j'avais pas écorché de nom, je viens de faire un coup double avec toutes mes excuses. Du chocolat, du whisky. Si tu me permets, je commence par poser une question à Lilia. On connaît Ninkasi, on connaît bien Ninkasi Omnivore, on est là ensemble chaque année. On connaît Ninkasi parce qu'on boit des bières, et puis là, il y a du whisky. Donc Ninkasi, c'est pas que de la bière ? Et oui, Ninkasi, c'est pas que de la bière. Alors déjà, bonjour tout le monde. Moi, je travaille au Ninkasi en tant que brand manager de la marque Spiritueux. Et Ninkasi, on est une brasserie qui existe depuis 1997, qui est basée à Lyon. Et on s'est mis à distiller du whisky en 2015. Pourquoi ? Parce qu'il y a une passerelle entre la bière et le whisky. C'est la matière première, l'orge maltais. Et je vais y revenir par la suite au travers de la dégustation. Qu'est-ce qu'il y a comme gamme de whisky ? Il y a plusieurs distillats, il y a des single malt, il y a des blends, c'est quoi ? Alors nous, on travaille uniquement sur des single malt, donc qui sont faits 100% à partir d'orge maltais. Et on a plein de nouveautés que je vous ai mis en avant ici. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est Vendange de Sémillon, mais on a également un whisky qui s'appelle Ninkasi Whisky vieilli en fût de chardonnay, un small batch qui s'appelle Cuvée d'automne et notre gamme de whisky lab qui sont des single casques. Single cask, tu peux nous rappeler ce que ça veut dire ? Single cask, ça provient d'un seul fût. Donc, dans le whisky, on fait souvent des assemblages de différents fûts pour produire nos whiskies. Et single cask, c'est un peu le Graal, le prestige, la cuvée vraiment bien souvent la meilleure parce qu'en fait, on va sélectionner vraiment une seule barrique qui a un avenir vraiment prometteur et de beaux aromatiques. Et en l'occurrence, celui-ci, il est embouteillé brut de fût, donc non réduit. Donc, ça rajoute une couche d'intensité gustative et de complexité. On est à quel degré d'alcool sur ce non réduit ? On est à 56,6. 56, donc c'est un cask strength en fait vraiment exactement. Ouais. Vendange de Sémillon. Sémillon, c'est un raisin ? Sémillon, c'est une variété de raisin, tout à fait. C'est une variété de raisin dont on se sert pour faire du sauterne dans la région de Bordeaux. Et donc on l'a nommé ainsi parce que c'est un élevage intégral de presque 5 ans dans des anciens fûts de sauterne. Nos amis de Bordeaux qui sont là, on a passé plusieurs jours avec eux. Mathieu Huguet, bon, je crois que pour la première fois, Mathieu Huguet n'est pas là dans la salle, mais ils t'ont passé une petite bouteille. Ouais. L'idée de la dégustation qu'on va faire là, c'est qu'on va comparer ce whisky à son origine de vin, et puis on va le confronter à du chocolat. Exactement. Du coup, je me tourne vers Edwin. Oui. Ninkasi, on connaît. Edward Chocolatier, on connaît, on commence à bien connaître, mais tu peux nous rappeler l'histoire de la maison ? Bonjour à tous. La maison Edward a été fondée il y a 10 ans par moi-même et un ami qui s'appelait Arthur, qui s'appelle toujours Arthur d'ailleurs, d'où le Edwin et Arthur. L'idée générale était de travailler des grands crus cacao et de les associer avec tout. Pour créer une émotion gustative à chaque petit chocolat avec des séquences de temps et des intensités différentes et différées. Les accords sur le chocolat, c'est toujours compliqué, Edwin, on est d'accord ? Le chocolat, c'est intense, c'est très riche organoleptiquement. On est toujours un peu dans l'ennui. Le whisky, c'est une bonne réponse ? En fait, le cacao peut parfois être plus fort que le whisky. Parfois moins. Il faut trouver l'équilibre en cherchant le bon cru de cacao qui va bien avec le whisky ou le bon praliné
ou la bonne canache. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. On va pas tout dévoiler sur la dégustation, mais là, le mieux, c'est d'aller sur on pense sur des cacao purs. Là, tu parles de ganache, donc on est bien aussi quand on est sur des choses un peu plus sur la crème, sur le beurre de cacao, ça passe aussi. Bien sûr. Moi, quand je fais des pairings avec du whisky, j'aime bien être en opposition, mais ça apporte. On a plusieurs notes avec le whisky, plusieurs notes avec le chocolat, qui créent une sorte de fusion intéressante, ou coller vraiment aux notes intrinsèques. C'est ce que j'ai essayé de faire avec notamment ce sémillon qui est très joli. Ok, on va goûter tout ça ensemble. Si on parle d'origine de cacao, ça veut dire qu'on doit avoir un sourcing. Il faut enclencher des chaînes pour aller chercher. Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile? Et comment est-ce que tu sélectionnes tes origines? Alors, moi, je ne fais pas partie de la mouvance qu'on appelle bean to bar, donc à savoir aller choper une fève et la transformer, ou passer par un broker et ensuite transformer la fève. Moi, je sélectionne plusieurs couverturiers, sauf pour 3 origines, où là, on travaille directement avec d'autres copains chocolatiers. Donc, en fait, la complexité est de trouver le meilleur couverturier. En gros, chaque terroir a quand même des trames gustatives. Et si on retrouve les bonnes notes pour chaque origine, là, on peut se dire, voilà, je vais prendre ce Venezuela, je vais prendre ce Madagascar, je vais prendre ce Nicaragua, parce qu'il a ces notes intrinsèques que je retrouve et que j'aime. Je veux dire, c'est une exploration aussi en tant que chocolatier, de constamment de découvrir, de chercher des origines, d'être surpris aussi parfois par des provenances. C'est effectivement... alors, on peut être surpris... je suis un peu moins surpris de nos jours, ça fait quelques années maintenant. Ouais. Mais là, je suis pour faire du collection dropping. Là, avec la maison Edward et une autre maison qui s'appelle l'Instant Cacao, on est en train de sortir une collection de tablettes où on s'est amusé à faire vieillir des fèves dans des fûts. Et donc là, on est étonné parce qu'on a une fève qui contient de la matière grasse et de la matière sèche. Là, la matière grasse est un peu plus importante qu'à l'accoutumée. Et donc, toute l'essence gustative du fût va marquer la fève. Et là, on va avoir une tablette qui est différente, qu'on n'a jamais eu avant. C'est un vieillissement qui va enclencher une fermentation ou pas? Non. On reçoit les fèves fermentées, séchées. Et là, on va les laisser reposer entre 6 et 8 mois dans un fût. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop d'humidité à l'intérieur du fût pour pas que ça refermente, justement, et que ça moisisse, et que ça donne des notes vinaigrées. Là, c'est pas ce qu'on recherche. Quoi qu'il arrive, on fait toujours un tri ensuite, mais parfois, on peut avoir des surprises. Alors, chocolat vieilli en fût, whisky vieilli en fût, ces fûts dans lesquels le vendange de sémillon a vieilli, ce sont des fûts de Sauterne. Ouais. C'est des fûts très vieux, où est-ce que vous avez été les chercher? Alors les fûts de Sauterne, ça fait partie des rares lots de fûts dans lesquels on n'a pas une gigantesque traçabilité. En fait, tu as deux solutions pour obtenir des fûts en France. Soit tu travailles directement avec le vigneron parce que tu as une relation avec lui, que tu le connais. Et donc au moment où il fait son sous-tirage, où il vide ses barriques, il va t'appeler, il va dire tiens, j'ai un lot de 5 fûts de tel type de cépage qui est disponible et tu peux venir les récupérer. L'objectif, c'est toujours d'avoir les fûts les plus frais possibles, de manière à éviter qu'ils soient méchés, donc soufrés, pour éviter d'avoir des faux goûts dans ton spiritueux, qui va aller vraiment chercher la mémoire du fût et donc tous les arômes qui sont contenus à l'intérieur. Et la deuxième option, c'est de travailler en leasing, donc en location. Et les vignerons travaillent énormément comme ça parce qu'un fût, c'est une ressource assez chère. En fait, on travaille avec des chênes, c'est les plus beaux chênes, les chênes qui n'ont pas de nœuds. Donc c'est des bois qui sont soit destinés aux tonneliers, soit destinés aux fabricants de bateaux. Et donc, qui se monnaie assez cher. Et pour avoir un fût de 228 litres, il faut compter à peu près 6 à 800 € le fût.
Donc les vignerons travaillent beaucoup, eux également, en location là-dessus. Et donc une fois qu'ils ont terminé à peu près une utilisation d'un fût chez les vignerons, ça dure à peu près 5 ans. Et une fois que c'est terminé, et ben, du coup, l'agence de location, elle va pouvoir redonner les fûts à un autre. Souvent, c'est des distilleries du coup qui les utilisent par la suite. Et donc notre Sauterne, c'est comme ça qu'il est arrivé, ce lot de Sauterne chez nous. Donc c'est arrivé il y a quelques années, parce que c'est un whisky qui a presque 5 ans. Donc c'est des fûts qu'on a récupérés il y a presque 5 ans. Pour être un whisky, il faut avoir au moins 3 ans. Hein, ça, c'est la base. Et puis après, on monte. Et c'est toujours l'âge du spirit le plus jeune. Hein, tout à fait. C'est l'âge de spirit le plus jeune. Ouais. J'imagine qu'il y a assemblage. Le bois, c'est toujours complexe. Ça va apporter beaucoup de notes. Il y a un assemblage entre ce qui est vieilli dans ces fûts de sémillon. Est-ce qu'il y a des vieillissements? Est-ce que là-dessus, on est sur des crus qui sont aussi vieillis ailleurs ou à part ou dans d'autres fûts? Ou c'est vraiment 100% sémillon? C'est 100%, c'est du 100% sémillon, 100% sauterne. En fait, ce qu'on veut, la gamme vendange, donc c'est une édition par an sur un élevage différent à chaque fois. C'est la première bouteille qu'on sort cette année et on veut vraiment des élevages intégraux dans un seul type de fût. C'est une toute petite cuvée, il me semble que c'est un assemblage de 4 fûts. On a fait un total de 1500 et quelques bouteilles, donc c'est vraiment assez confidentiel comme produit. Dans quel ordre est-ce que tu souhaites nous faire goûter et déguster tout ça? Alors j'aimerais bien vous plonger au cœur de la céréale pour comprendre comment naît le whisky. Donc nous, on utilise de l'orge maltée. L'orge maltée, c'est une céréale à paille. Enfin l'orge avant qu'elle soit maltée d'ailleurs, c'est une céréale à paille qui est assez intéressante parce qu'elle fait vraiment partie de l'histoire de la civilisation. On la retrouve de tout temps et c'est une céréale qui pousse aussi bien dans un climat tropical qu'en haute altitude au Népal. Donc nous, on utilise des céréales françaises et pour faire du whisky, on va brasser la céréale, donc la faire fermenter comme tes fèves de cacao. Hein. Et ensuite, donc on ajoute de la levure, des Saccharomyces cerevisiae. Ensuite, ça fermente. Les fermentations, elles durent à peu près 2 jours et demi et ça passe en distillation. Donc la distillation, c'est quoi? Ça va permettre en fait de partir d'une base d'alcool et de concentrer l'alcool en le séparant de l'eau. Et donc ça, une fois que c'est sorti de l'alambic, c'est ce qu'on appelle le New Make Spirit. C'est ce que vous voyez ici qui est transparent. Et c'est ce qui va devenir notre whisky après quelques années de vieillissement. Donc j'ai envie de vous faire d'abord découvrir ça et ensuite on passera sur les prochaines étapes. On les passe, on va vous les faire passer. Ouais. Kirsten, tu peux t'en occuper? Merci, c'est gentil. Ça, ah ben non, oui, ça va, ils vont le faire sinon. Okay. Moi j'ai un micro. On a un mobile, plateau. Donc là, on est sorti de distillat. Vous avez le droit de juste sentir, hein. Vous n'êtes pas obligé de le boire. On est sorti de distillation, on a retiré les têtes et les queues, on est au cœur, on a le centre. Ouais. On est à quel degré d'alcool sur celui-là? On est comme sur les casques? Alors celui-ci, quand il sort de l'alambic, on est à 71,5% d'alcool avec une double distillation. Là, je l'ai réduit, mais je l'ai réduit un peu à la mano. Je voulais quelque chose qui soit plus proche du whisky. Donc là, je pense qu'il est à peu près à 50% d'alcool. Donc tu l'as réduit, tu l'as allongé hein, avec de l'eau. Je l'ai réduit avec de l'eau, oui, c'est ça. Ouais. On était dimanche avec Thierry Daniel qui nous parlait des shochu japonais. Et c'est comme ça qu'au Japon, on déguste d'ailleurs la plupart des spirits en les réduisant parfois même à 25. Et on trouve même des bouteilles où c'est réduit à 25 degrés. Ça tape, hein, si vous en buvez, donc, si vous avez compris, 71 degrés. On a vraiment, au nez, dans ce moment de distillat, on a vraiment la puissance du grain et de la céréale. Hein. Complètement. C'est très, moi, je trouve ça très rustique comme produit. Au début, tu peux avoir beaucoup d'arômes de poire, de pommes. Et avec un peu de temps, ça s'ouvre vraiment sur le côté céréalier, rustique. Donc 100% orge maltais. Le malt qu'on utilise, il s'appelle Pilsen. C'est un malt avec un touraillage très léger. L'objectif, quand on fait du whisky, c'est de faire une sorte de bière d'abord, qui va titrer à 8% d'alcool, donc assez forte, de manière à pouvoir la distiller et pouvoir récupérer un maximum d'alcool dessus. Est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas été servis? C'est bon? Est-ce que les gens qui n'ont pas de verre peuvent lever la main? Oui. Ils ne veulent pas de verre. Tiens. C'est bon pour tout le monde? Mais donc ça, on peut aussi l'acheter?
Non, nous on le Non, commercialise juste, pas, mais tu as des ouais, distilleries d'accord. maintenant qui commencent à le commercialiser. C'est vrai que c'est un joli produit, ça peut même faire penser parfois à des rhums agricoles en aromatique. Nous on le fait pas, mais ça se trouve. Tu veux mettre, tu l'as jamais goûté en plus, Non. toi hop. On a du crachoir, hein, si jamais, quelque part. Ça, c'est le stade de départ. Enfin, de départ, en fait, c'est déjà l'arrivée de tout un travail. Hein, mais on est dans le moment d'avant le vieillissement. Et on n'a donc ni la caractéristique du vin, ni du sémillon, ni la caractéristique du bois qui vient dedans. Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment la première strate. Donc, on est déjà dans de l'alcool, hein, bien évidemment, mais avant tout impact du bois. Et c'est ça que je veux vous montrer, en fait, par la suite. Après, on va déguster le sauterne pour que vous compreniez un petit peu l'aromatique de ce vin. Et ensuite, on va passer sur le whisky. Comme ça, vous allez voir un petit peu le travail du temps et du bois. Et évidemment, la belle cerise sur le gâteau, ça va être le chocolat qui marche super bien en pairing avec. C'est un maltage assez léger que vous faites, finalement? Alors le maltage, l'action de malter une céréale, en fait, ça va être de rendre l'amidon disponible dans la céréale en sucre fermentescible. Donc de l'amidon, on en retrouve dans diverses choses, hein. Il y en a aussi dans de la pomme de terre, et avec, on fait de la vodka. Et du coup, l'action de malter, ça va être de faire croire à la céréale qu'elle peut se mettre à germer. Donc on va la mettre dans une condition humide et avec suffisamment de chaleur. Et ensuite, on va stopper ce processus pour éviter que notre jeune petite pousse, elle commence à grignoter tous les sucres. Et nous, on va garder cette céréale qu'on va sécher. Donc ça, cette étape, nous, on ne le fait pas au Ninkasi, hein, on travaille avec des malteries. Et ensuite, on va venir concasser la céréale et puis il va y avoir toute la phase de brassage derrière et de fermentation. Donc là, on était au degré 0. Maintenant, tu vas nous faire goûter le sauterne. Ouais. Donc, le sauterne, je te laisse peut-être expliquer, si jamais pour ceux qui ne savent pas, Oui. comment c'est un vin particulier, on le sait, avec une pourriture noble sur le raisin. Ouais, c'est un vin assez particulier, le sauterne, puisque donc le cépage du sauterne, vous l'avez compris, c'est le sémillon. Dans cette bouteille-là, en l'occurrence, on est à 96% de sémillon et le reste, c'est du sauvignon blanc. Donc ça, on parle bien de variété de raisin. Et en fait, c'est un raisin qui pousse dans le Bordelais, le sémillon, et qui va être récolté très tardivement. Donc les vendanges, généralement, ça se passe fin août, début septembre. Et ça court jusqu'à mi-septembre à peu près. Et là, on va avoir des récoltes beaucoup plus tardives, puisqu'elles vont plutôt arriver en octobre, voire fin octobre. Et en fait, il y a un phénomène donc, qui se passe dans cette région de Bordeaux, où il y a une petite rivière qui court et qui va créer une certaine humidité. Et de cette humidité est née une pourriture qui est dite pourriture noble. C'est le Botrytis cinerea et qui va faire en fait que le raisin va perdre la plupart de son eau pour ne garder que la sucrosité. C'est pour ça qu'on appelle ce vin un vin liquoreux. Avec un sucre résiduel évidemment assez élevé, mais avec ce cépage de sémillon qui lui apporte de la vivacité et de l'acidité quand même. Oui, du coup, comme tu as un peu de sauvignon, tu as une petite pointe d'acidité qui reste, mais on est quand même sur un vin assez gourmand, assez exotique, vraiment sur des notes un peu confit, compotées. Donc cette bouteille est un cadeau de nos camarades du vin de Bordeaux, de l'école du vin de Bordeaux à côté. C'est un 2017, j'ai vu, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est un 2017, domaine de Sudiran. C'est une exploitation quand même assez importante. Ils ne font pas que des sauternes. Je ne connais pas tous leurs vins par contre, mais je vous invite à aller leur faire un petit coucou après. Ils auront plein d'informations à vous donner sur ce produit. Mathieu Huguet et ses camarades sont là juste à côté pour vous parler des vins de Bordeaux. Donc on se comprend bien. Hein. Tout à l'heure, il n'y a pas d'interaction directe entre le vin et le whisky dans tout ça. Il y a le bois. Une colocation dans le temps, on va dire. Tout à fait. Et en fait, donc le sauterne, c'est un vin qui est souvent élevé en barrique. En l'occurrence, là, on doit être sur entre 14 et 16 mois, j'ai plus le nombre de mois exact, dans lequel donc, on remplit la barrique de vin et puis on va laisser le vin un petit peu évoluer à l'intérieur. Donc il va prendre un peu des notes boisées, il va prendre une certaine structure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le bois, en fait, c'est forcément une matière vivante.
et poreuse également. Et donc le vin, il va venir rentrer un petit peu à l'intérieur de la barrique et le fût, à contrario, va donner un peu ces arômes de vanilline, de gourmandise au vin. Et derrière, quand nous on le récupère pour le whisky, eh ben, on va conserver un certain nombre de saveurs de ce vin à l'intérieur. Il en manquait, hein. Qui n'a pas eu de vin? On a eu ces différents éléments. Donc le dernier verre, on a compris, ça sera le whisky. Maintenant, tu peux nous dire ce qu'on va manger, enfin ce qu'on va déguster avec ce whisky, Edwin? Alors, lorsque Lilia m'a envoyé le sémillon, en le goûtant, j'ai retrouvé des notes de fruits tropicaux. Et donc avec un peu d'épices. Et donc j'ai ramené avec moi une ganache et un praliné. Donc la ganache, ce sera la première que vous allez manger. C'est une ganache mangue, basilic, poivre, timut. Donc on va avoir un côté un peu gras, rond, sucrosité naturelle de la mangue, avec la partie un peu herbacée, poivrée du basilic, et le timut noir du Népal qui va se greffer dedans avec des notes un peu citrus. Donc tout ça est censé fonctionner plutôt pas mal. Comment est-ce qu'on doit déguster tout ça? On va prendre le chocolat d'abord, on prend un morceau, un peu de whisky. C'est quoi l'enchaînement? Il faut faire tourner quoi en bouche? Vous nous dites? Alors ça dépend toujours de la thématique. Aujourd'hui, on va parler du whisky, donc j'ai un peu envie de vous dire goûtez le whisky d'abord. Si on avait fait l'inverse, j'aurais fait goûter le chocolat d'abord. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. En fait, on fait ce qu'on veut. Exactement. C'est bon, ok. Et tu n'as pas tout à fait les mêmes arômes qu'arrivent si tu décides de débuter par l'un ou par l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Ouais. Bon, mais on n'y est pas encore. On est sur le sauterne, ça se passe bien? Ça va? Le sauterne, là, il a des notes de coin et de miel assez droit. On va voir. On retrouve pas. C'est pas une traduction directe du vin vers le whisky. Enfin, le fût transmet son savoir, en fait, j'ai envie de dire, aromatique au whisky, qui après fait son travail lui-même pour évoluer. Hein. C'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est pas comme si on mettait un sirop dedans. Non, pas du tout. En fait, ce qui est le gros impact aromatique, bien souvent, c'est les lies. Donc les lies, c'est le résidu des levures, les levures mortes qui sont dans le vin, parce que forcément, plus il y a de l'alcool dans le vin, les levures, elles n'aiment pas ce terrain-là. L'alcool, c'est vraiment le déchet des levures. Hein. Et donc, elles finissent par mourir. Et c'est ce qu'on appelle les lies. Et c'est les lies qui vont apporter un réel impact aromatique au bois. Et c'est ça que nous, on va aller chercher. L'alcool, donc un spiritueux comme le whisky, lorsqu'on le met en barrique, quand il est non vieilli, donc le premier verre que vous avez goûté, il titre à 64% d'alcool. Donc c'est beaucoup plus puissant qu'un vin et en fait il va aller grignoter à l'intérieur du fût de manière encore plus profonde que le vin pour aller récupérer les arômes. Il va creuser dans l'histoire du vin. Ouais. Est-ce qu'on passe déjà, on fait ça, d'abord le verre, ensuite le... Ouais. Alors, tu veux qu'on fasse, on va faire passer le plateau, tu veux prendre le plateau direct ou pas? Non? Ça marche. Surtout, ne mangez pas le chocolat tout de suite. Je vais mettre la main à la pâte parce qu'il y a trop de verre. Je vous reprends votre verre. On va se faire un petit verre nous aussi. On va se faire un petit verre aussi. Voilà, c'est interactif, c'est bien. Comment c'est vos réactions sur la gradation entre le whisky non vieilli, enfin ce qui sort du distillat, le vin, ça vous parle? Ouais, on va dire que ok, ça marche, c'est bon. Comment tu le décris ce vendange de sémillon? Comment tu nous le Écoute, le pour moi, c'est vraiment un peu une ode à la gourmandise parce qu'on est sur quelque chose de très fruité. Comme le disait Edwin tout à l'heure, il est vraiment parti dans le fruit exotique. Moi, j'ai pas mal
de mangue, de fruits de la passion au nez, mais tu as quand même, Ninkasi, on a toujours une pâte un peu gourmande qui vient du maître distillateur et de sa manière de produire. Donc ça part un peu sur le côté crème aux œufs, enfin ce genre de dessert un petit peu gourmand. Et on retrouve vraiment le miel, le côté coin. Enfin, il y a pas mal de marqueurs aromatiques du Sauterne qui se sont vraiment transposés dans le whisky. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. C'est ce parallèle-là. Je ne sais pas si vous le sentez, parce que c'est pas toujours évident de déguster un whisky. Déjà, la première chose, c'est de pas trop le faire tourner dans le verre. Enfin, en tout cas, pas comme un vin, parce que l'alcool est plus volatile que l'eau, donc si vous le faites beaucoup tourner, il y a l'alcool qui va monter, et si vous mettez le nez dessus, ça va vous brûler un petit peu les récepteurs olfactifs. Il faut vraiment plutôt le faire glisser le long des parois comme ça, le sentir un petit peu, et puis après le faire glisser en bouche et profiter de la rétro-olfaction, quoi. C'est la toute première fois qu'il est exposé au public, ce whisky, donc si vous avez envie de me faire des retours, c'est avec grand plaisir. Là, on le met sur un accord avec le chocolat. C'est un whisky de dégustation. On va pas trop l'allonger ou trop lui rajouter des substances à bulles dedans, ça serait dommage. Écoute, moi je le propose en cocktail demain soir au Golden Promise à Paris. Donc ça dépend de ta manière de travailler avec. C'est pas parce que tu pars d'un bon produit de dégustation que tu peux pas le travailler en cocktail ou en cuisine en fait. Puis je crois que c'est en utilisant des bons produits qu'on fait des bons produits. Des bons cocktails. Ouais. Je suis d'accord. On pourrait aussi l'allonger d'un petit peu d'eau. On pourrait aussi lui mettre un peu de froid. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Alors l'eau, oui, parce que du coup ça permet de réduire un petit peu son pourcentage d'alcool, ce qui va ouvrir la palette aromatique et être plus simple pour le déguster. On peut faire l'expérience si vous voulez, il y a pas mal de petits points d'eau qui traînent. Ça va donner de la longueur en bouche aussi? Ça va surtout ouvrir le nez. Ça va pas donner de longueur en bouche. Au contraire, pour moi, ça raccourcit même la bouche de mettre de l'eau. Après, c'est peut-être personnel, je sais pas ce que tu en penses. Alors, je suis pas complètement d'accord avec toi. Ah oui, bah, c'est intéressant. Je trouve que, mais peut-être pas sur celui-là. Sur celui-là, je mettrais pas forcément d'eau, mais sur un gros brut de fût à 60 d'été pâquerette, je mettrais peut-être 3-4 gouttes pour qu'il s'ouvre complètement et qui révèle ses parties les plus fines. Mais sur celui-ci, je suis pas sûr que l'eau soit conseillée. Il est clair, c'est un whisky assez souple, assez rond. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur. Il n'y a pas non plus de grosses notes tourbées qu'on peut trouver parfois dans certaines appellations d'Écosse. Enfin, on est plutôt dans la clarté et la pureté. Hein. Et la gourmandise, ouais, complètement. On est dedans. Le fruit, la gourmandise. Une belle rondeur. Le fût de Sauterne apporte aussi beaucoup de rondeur et de sucrosité. Tu peux nous redire, pendant qu'on les mange, la ganache et la praline? Alors là, vous pouvez commencer par la ganache, donc c'est le chocolat au lait. Donc c'est un grand cru de Tanzanie pour le lait. Et donc, effectivement, au départ, vous avez ce côté texture un peu ample, avec de la rondeur, une sucrosité, ça c'est la mangue. La partie herbacée, donc c'est le basilic avec les petites notes poivrées de fond. Et puis derrière vient se greffer le timut qui apporte des notes un peu citronnées, agrumes, qui se marie plutôt bien avec la partie fruits tropicaux de ce whisky. On évoquait tout à l'heure, pardon. Et j'enchaîne comme ça le deuxième, donc c'est un praliné. C'est sur un grand cru noir de Tanzanie toujours. Et donc c'est un praliné pour avoir un décalage, un praliné au gingembre népalais, sur une base d'amandes espagnoles. Donc vous allez avoir une alternance entre le praliné et le gingembre, dans la partie douce au départ, puis la partie légèrement plus poivrée de fond à la fin. Donc pareil, ça peut créer une nouvelle finale à ce whisky. Je t'en prie. Non, mais on évoquait tout à l'heure la nécessité de la puissance, parce que le cacao c'est puissant, le whisky c'est puissant. Mais en fait, quand on t'écoute, quand tu décrivais ça, j'ai l'impression que c'est plus la complexité qui est importante et que c'est d'arriver à avoir il y a beaucoup de choses qui se passent dans le chocolat. Et c'est pas tant que ça prend la bouche, c'est que ça vient nous amener tellement d'informations qu'on a besoin en face d'avoir des choses aussi qui est de la complexité. Qui est du répondant, effectivement, que ce soit pas non plus linéaire, sinon on s'ennuie, que ce soit pas sursucré, que ce soit pas
amer du tout. Un bon chocolat noir, c'est pas un chocolat amer, comme un bon whisky, c'est pas un whisky alcooleux. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'aime beaucoup, celui-ci, c'est qu'il est vraiment... en début de soirée, c'est très très bien. Et clairement, la complexité du cacao peut se marier avec les complexités de whisky et les complexités de cacao. Il y a quelques années, j'ai fait déjà des coffrets, et je fais toujours des coffrets tournés autour des spiritueux. On met beaucoup de temps. En règle générale, on met un peu près un an pour mettre au point un coffret. Parce que y a la complexité du cacao. Est-ce que le cacao va fonctionner avec le spiritueux ou est-ce qu'il faut choisir un autre grand cru et donc très souvent le spiritueux perd. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre tout le temps. C'est une gymnastique. Quand tu conçois une praline comme celle qu'on a là, il y a cette notion de temps, en fait. Il y a des choses qui arrivent les unes après les autres, il y a des couches. C'est une histoire que tu construis quand tu imagines la praline. C'est-à-dire que quand je mange du gingembre, du gingembre comme ça, j'ai une partie un peu citrus et j'ai une partie un peu poivrée, j'ai un côté binaire. Et donc là, j'ai pas envie de manger le praliné au gingembre et d'avoir une claque de gingembre dès le départ. Je préfère que ça évolue, c'est plus fin. Merci à tous les deux d'avoir été là. Je vous demande d'applaudir très fort Lilia Sekal de chez Ninkasi et Edwin Jansson de chez Edward. Merci à tous les deux. On a découvert, on a appris beaucoup. On continue, alors on continuera cette exploration en venant goûter tes chocolats et en venant savourer tous les whiskies de chez Ninkasi.